Bon jeudi à tous, balado du Centre-Ville, édition du 16 mai 2019. Alexandre Tourigny en compagnie de la superstar internationale Mathieu Jolivet. Son nom a fait le tour de la planète, le tour de la Voie lactée probablement et de l'univers. Celui qui a eu la chance, et je suis d'ailleurs très jaloux, de décrire ce match numéro 7 entre les Raptors et les Sixers et surtout ce tir de Kawhi Leonard. Comment ça va, Mathieu? Ça va, toi? Ça va bien? J'ai presque pris ma retraite après ce tir-là. J'aimerais d'ailleurs que tu m'appelles monsieur maintenant. Hein? Parce que, tu sais, quand ça devient viral comme ça, ça rehausse notre statut. Ah, Alex, tu devrais pas être jaloux. Ça s'en vient. Ton tir à toi, il s'en vient. Tu sais, on fait ça 50-50 dans la description. Fait que les maths sont en ta faveur pour que le prochain t'appartienne. C'était assez fou dimanche soir. Mais au moins, j'aurais été le premier à avoir un chandail à l'effigie de Mathieu Jolivet. Bien, certainement, mon cher. Tu me l'as même donné en cadeau cette semaine. Trop petit pour moi. De toute façon, je ne porterai pas un chandail avec ma propre face dessus. Mais il y a clairement un de mes enfants qui va trouver ça très drôle. Bon. Alors, merci encore pour ça. Mais là, Mathieu, comme je t'ai donné ce chandail-là, ça m'en prenait un autre. Évidemment, un autre chandail à l'effigie du basketball. Quand t'arrives avec ton... zippé comme ça, avec ton parce qu'il risque d'avoir quelque chose. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le chandail... Oui, papa. Oui, papa. Hashtag oui, papa avec la photo magique. Avec la photo du tir de Kawhi Leonard. Toutes les faces bouche bée qui regardent le ballon qui rentre dans le panier. Wow. Là, ça va te coûter cher en chandail, mais c'est toi qui vas devenir viral bientôt avec un chandail par semaine. Oui, papa. Oui. Mais honnêtement, autant notre description du tir a fait le tour des médias un peu partout, TSN, ESPN, autant partout, le oui papa a pris une ampleur encore plus exagérée, on pourrait dire. Parce que là, Jay et Dan en ont fait une mention avec de l'infographie puis des blagues sur leur compte Twitter. Peter, quand il a commencé ça, parce qu'on va se remettre dans le contexte... Mais ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps qu'il a essayé de rendre... C'est comme sa phrase fétiche pour le démarquer. Je ne sais pas si Peter était un fan du père du meuble, là, mais c'était... Au bon marché. Ah non, c'est vrai, je me mélange. Oui, excuse-moi, bon pas le père du meuble. À quoi je pensais? Au bon marché. Et il a décidé de commencer à faire ça dans les matchs à certains moments. Et au début, je le regardais comme, on s'en va dans cette direction-là. Puis éventuellement, je me suis dit, c'est cute, tu sais. Mais jamais j'aurais pensé que le oui papa qui venait tout de suite après le tir gagnant magique, historique de Kawhi Leonard allait ensuite devenir sa propre chose en soi. Alors voilà où on en est aujourd'hui. Et ce qui est drôle, là, c'est que les Américains n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Yes, daddy. Pourquoi? Ils n'ont aucune idée c'est quoi... Pour eux, ça a l'air très exotique. D'ailleurs, le français en général, parce que c'est toi qui m'as fait remarquer que quand ESPN l'a mis en ligne pour la première fois dimanche soir, cet extrait avec nos voix, il y a un drapeau de la France. Un drapeau de la France. Alors ça, c'est vous dire à quel point, même si on est tout près des Américains, même si on a une frontière en commun avec les Américains, ils savent à moitié qu'on existe et qu'on parle français. Les Américains un peu plus cultivés, qui voyagent un peu. Du Vermont, ils sont déjà venus au Québec. Ils sont venus à Montréal. Ils savent, on ressemble à une ville européenne. On a de la bonne bouffe. On a des jolies demoiselles. On est une belle ville à visiter à tout moment de l'année. Mais pour plein d'autres Américains, c'est quoi ça, le Québec? C'est quoi le Québec? C'est quoi le Canada? C'est quoi le français? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils parlent français en plein milieu? Non, ça doit être d'un territoire français perdu. Ça, c'est vraiment drôle. Alors, ils l'ont corrigé par la suite. Mais ça a été... c'est particulièrement drôle de voir que ça a pris cette ampleur-là. Et moi, je repensais beaucoup à ce tir-là dans les 48 heures qui ont suivi parce que, bon, c'est devenu viral. Il y a plein... Moi, le plus fun que j'ai constaté, c'est les messages de gens qui disaient... J'ai jamais été fan de basket, mais j'ai commencé à regarder ça récemment. Ce genre de moment-là, j'ai tripé, j'étais debout dans mon salon. Vous faites une belle job, etc. Des messages de gens qu'on a, entre guillemets, un petit peu convertis au basket. Ça, c'est vraiment la chose la plus satisfaisante. Parce que le tir de Kawhi, on était chanceux, on était là. C'est un tir, puis c'est génial. Mais si on peut avoir converti certaines personnes à devenir des adeptes un peu plus réguliers de la NBA à cause des séries en général, puis de la saison en général,
Ça, c'est champion. Mais souvent, pour commencer à aimer un sport, là, et c'est peut-être plus difficile avec les adultes, mais pour les enfants, là, tout ce que ça prend, c'est un tir, un événement. Et pour moi, cet événement-là, c'était le tir dans le match numéro 7 de Kawhi Leonard. Ouais. Il y a vraiment des gens, et j'ai reçu un paquet de messages également. Ils me disaient, j'ai seulement regardé les 5 dernières minutes, le tir de la fin, mais comme tu le dis, j'étais debout dans mon salon. Ouais. Alors là, ces gens-là... L'ampleur était compréhensible. À quelqu'un qui ne suit pas le sport. Ma mère, qui n'est pas du tout une fan de sport, qui voyait ma soeur et son chum regarder le match, qui est venue se joindre à la fin parce qu'elle comprenait, de par l'intensité dans nos voix, de par les bruits de la foule, de par le pointage, de par le contexte, comprenait que se passait quelque chose dans ces minutes-là. Alors, ben oui, c'est ça qui est génial. Puis l'autre chose l'autre réflexion que j'avais, c'est pourquoi est-ce que les gens ont autant trippé sur ce tir-là? Autre le fait que ça a bondi 4 fois sur l'anneau puis ça a remporté la série. Je pense que les gens, en 2019, encore plus qu'avant, ils veulent vivre des moments sportifs purs. Ils veulent voir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ils veulent dire « Hey, tu te rappelles-tu de la fois où le ballon a traîné presque 2 secondes sur l'anneau avant de rentrer? » Tu comprends? Tu sais, on parle tellement, toi et moi, toutes les semaines dans le podcast ou aux émissions à la télé, de masse salariale, puis de conflits personnels. Tu sais, c'est notre job. C'est lourd, là, ouais. Pour nous, c'est notre job. Ouais. C'est lourd, mais ça fait partie d'instruire les gens qui veulent vraiment avoir tous les détails de pourquoi lui veut être échangé, pourquoi lui n'est pas content, pourquoi lui il joue moins qu'avant. C'est correct. Mais pour le partisan sportif de base, lui, il veut vivre des moments purs de réjouissance, d'une foule qui explose, d'un joueur vedette qui pleure à côté, d'un espèce de moment d'euphorie, puis c'était ça dimanche soir. Alors, je pense que c'est ça qui résonne. C'était ça, et il y a des gens qui ont regardé le match à la maison, mais il y a des gens qui n'ont pas regardé le match du tout. Et je trouve qu'en 2019, avec les médias sociaux, il y a un paquet de personnes qui vont sur Facebook, sur Twitter, et tout ce qu'ils ont vu, c'est ce grand moment-là. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir du contexte, tu n'es pas obligé de savoir quel joueur aime pas quel joueur ou la masse salariale. Tout ce que tu as vu, c'est un tir, c'est une clip, ça dure 10 secondes, c'est vous qui criez et qui avez presque plus de voix, c'est toi qui est par terre, si je comprends bien. Ça a été exagéré un peu, là. En criant incroyable 3 fois d'affilée, j'étais rendu en petit bonhomme à terre parce qu'il y avait comme une émotion. On était debout au moment du jeu, comme tout le monde dans les estrades. Puis là, en criant incroyable, je pourrais pas vraiment expliquer pourquoi, mais c'était tellement fort et intense que j'étais comme un petit bonhomme, le 3e incroyable à terre. En arrière du bureau, finalement. Ouais. On ne te voyait plus, essentiellement. Ouais, on peut le dire de même. Puis après ça, je me suis relevé. Je suis pas tombé d'émotion. J'ai pas perdu l'équilibre. J'ai pas perdu connaissance. J'ai peut-être exagéré un peu quand j'ai mis la vidéo à la suite sur Twitter. Mais non, je suis pas tombé à terre. Mais il y avait une émotion extrêmement forte. Puis, anecdote assez loufoque à mon sens, ma femme, qui n'est pas du tout une fan de basket ou en général de sport, elle va regarder un peu le tennis ou des choses comme ça, mais j'arrive à la maison 1 heure plus tard, puis tu sais, encore un petit peu sur un nuage, un peu hyper, sur une énergie. Elle n'est pas pantoute dans la même énergie. Elle regarde une émission de télé. Elle n'a aucune idée de ce qui est arrivé. Elle me demande comment ça a été. Je dis, c'était assez mémorable, tu sais. Puis je parle un peu. Là, j'y monte sur mon téléphone la description. Puis elle voit pas bien trop le ballon. Elle comprend pas trop. Elle entend mal nos voix avec le bruit de la foule. Ça lui passe 10 pieds par-dessus la tête. Puis c'est un peu grisant. Pour moi, ça me ramène sur terre. Genre, bon, pour moi, OK, c'est calme. Mais le lendemain matin, quand on écoute la radio de Radio-Canada, l'émission du matin pendant qu'on déjeune avec nos 2 enfants, puis que là, eux se mettent à parler de la fin de match, puis de ça, puis de l'importance du moment, puis de comment c'est jamais arrivé dans la NBA. Elle a... Ça saisit son attention. OK, là, il s'est vraiment passé quelque chose. La radio de Radio-Canada parle de ça. Fait que le LA Times parle de ça. Ben, moi, c'est là que j'ai trouvé ça magique, parce que même les gens qui comprenaient, qui se disaient... Elle devait se dire, c'est dans son petit univers de basket où il y a bien du fun, puis tant mieux pour lui. Non. Là, c'était comme... partout, là. C'était généralisé. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Mais, juste pour terminer sur cette longue parenthèse, on a eu des records de code d'écoute également à RDS. Il y a 258 000 personnes qui ont vu le dernier panier de Kawhi Leonard contre les 76ers. Et ça, pour l'élan du basketball au Québec, c'est formidable parce que ça fait longtemps qu'on est dans le monde du basketball au Québec. Ça fait longtemps qu'on connaît les réalités de la télévision francophone du basketball. Et d'avoir des chiffres comme ça, c'est du jamais vu. Est-ce que ça témoigne de la popularité du basketball au Québec? Possiblement, mais on voit vraiment un élan.
de ce côté-là. Ben, je pense que c'était une convergence parfaite. Ce qu'il faut comprendre, c'était pas 258 000 qui ont écouté pendant la totalité de la soirée, mais c'était quand même des chiffres au-delà de n'importe quoi qu'on avait eu depuis qu'on est revenu dans l'univers de la NBA sur RDS2 et RDS il y a un petit peu plus d'1 an en série 2018. Et ça témoigne donc d'une soirée où il n'y avait pas grand-chose d'autre à la télé. Il n'y avait pas de match de hockey, il n'y avait rien de spécial. Le gala artiste. Il y avait le gala artiste qui est correct, mais c'est pas non plus la fin du monde. C'est sympathique. Mais c'est surtout que le match a été serré tout le long. Il n'y a jamais une équipe qui s'est distancée. On sentait la fébrilité, la nervosité dans l'air. C'est les Raptors à domicile. Et je pense que c'est devenu l'événement de la soirée. Donc ensuite, là, quand tu es capable d'attirer le partisan un petit peu plus sportif de salon là. Et pas un partisan de basket, parce que c'est eux qui nous suivent, c'est eux qui écoutent la balado en ce moment. Ça a été eux notre pain et notre beurre depuis... La base. Là. Ça a été vous qui êtes à l'écoute, qui est la base, comme tu dis. Merci beaucoup d'ailleurs. Absolument. Alors, la base est là, et ensuite, on essaie graduellement d'aller en chercher d'autres. On a vu des messages additionnels rentrer sur nos questions Twitter récemment de gens qu'on n'avait jamais entendus auparavant. Alley-Oop Québec, un nouveau site web. Un nouveau site web des fans du basket au Québec. Il y a un regroupement de fans des Raptors également qui est de plus en plus visible sur Facebook. Moi, j'adore ça parce que ça témoigne donc d'une certaine conversion et des jeunes qui s'y intéressent et de gens qui découvrent qu'on en fait à RDS. Il y a une multitude de choses parce qu'il y a des gens qui ne savaient même pas. Puis c'est correct. C'est pas tout le monde qui a le câble à la maison. Puis c'est pas tout le monde qui regarde la télé à tous les jours. Puis c'est un panoplie de facteurs qui se sont regroupés le temps d'une soirée pour donner des chiffres extraordinaires. On a trippé quand on a vu les chiffres. Mais l'objectif, c'est quand même de plus longue haleine. On veut que les gens continuent de nous écouter, nous écoutent un petit peu plus que l'année précédente. Écoute le reste des matchs des séries. Si jamais les Raptors perdent contre les Bucks en finale de l'Est, écoutez quand même des portions de la finale. C'est un travail de longue haleine, mais disons que c'était un gros boost dans la bonne direction dimanche soir. Oui, vraiment, parce que c'est la première fois où on voit une pointe du genre aussi. Et même si on ressort les chiffres probablement des années 90, les codes d'écoute ne ressemblaient pas à ça. Non. Sans rien leur enlever, puis ça ne me dérange pas d'en parler. Lorsque la NBA est allée à TVA Sport, les codes d'écoute, ça ressemblait pas à ça aussi. Et souvent, il y a des gens sur Twitter qui m'ont dit « Bon, vous parlez trop de codes d'écoute ici et ça. » Non, pour moi, que les codes d'écoute soient ici ou ailleurs, même Sportsnet ont eu un record, je pense 5,3 millions de personnes ont regardé le match à Sportsnet. Pour moi, en étant un amateur de basketball, je veux que le basketball devienne de plus en plus gros au Québec. Peu importe comment. Mais de voir que RDS a attiré autant de téléspectateurs en une soirée, c'est très encourageant pour la suite des choses. Du moins à la télévision, Mathieu, parce que la suite des choses, on la savait, ça risquait d'être ardu contre les Bucks de Milwaukee. Tu as eu la chance également de décrire le match numéro 1 hier en compagnie de Peter et de Will, tes deux autres compagnons, vedettes internationales, vedettes mondiales. Les Raptors ont connu vraiment un très bon premier quart, très bonne première demi. À 3 points, tout tombait. Mais en deuxième demi, ça s'est drôlement compliqué. Qu'est-ce que tu retiens peut-être de ce match numéro 1? Parce qu'on peut en parler pendant une demi-heure. Il y a tellement de façons de voir ce match-là. Est-ce que tu es encouragé par la performance des Raptors ou tu es encore plus inquiet qu'avant le match numéro 1? Je suis plus découragé qu'encouragé. Pour moi, les deux mots qui sont ressortis quand je suis rentré à la maison hier, c'était une opportunité gaspillée. Parce que le fait que Kyle Lowry ait connu son meilleur match offensif, surtout du périmètre depuis des mois, le fait que Kawhi a été pas extraordinaire, mais a été quand même bon, le fait que les Raptors tiraient beaucoup mieux de 3 points que lors de la série précédente face à Philadelphie, le fait que Giannis Antetokounmpo a eu un match correct, pas extraordinaire, qu'on a limité d'autres joueurs, qu'on a forcé Bledsoe à prendre des tirs d'extérieur. Il n'est pas à l'aise. C'est exactement ce que les Raptors voulaient. Ils ont pris l'avance, ils l'ont gardé longtemps. Ils ont résisté à quelques vagues des Bucks au deuxième quart, au troisième quart, gardant les devants. Et que là, le château de cartes s'écroule au quatrième quart avec Brook Lopez, qui est la vedette offensive du match et qui bat essentiellement les Raptors à lui seul en fin de rencontre. Moi, je pense que Toronto s'est couché hier soir, que les joueurs des Raptors se sont couchés en se disant on est de calibre, on peut jouer avec eux, mais on devrait mener 1-0 en ce moment parce que des matchs comme ça, où les Bucks tirent à 25% du 3 points, c'est une des bonnes équipes de la NBA du 3 points, il n'y en aura pas 6 à venir dans la série. Et c'était à 20% à 3 points dans la première demi et
il y a des statistiques là, que j'ai lues qui sont complètement exceptionnelles. Kawhi Leonard et Kyle Lowry en deuxième demi, 12 en 24. Le reste de l'équipe, le reste des Raptors en deuxième demi, 1 en 23. Ouais. Comment espères-tu réussir à gagner un match quand tu as 2 joueurs capables de marquer, quand également tu rates tes 6 derniers tirs du quatrième quart, mais quand tout le reste est 1 en 23. Siakam 1 en 8, Gasol 0 en 7, Green 0 en 3, Ibaka 0 en 1, VanVleet 0 en 2, Norm 0 en 2. Kyle Lowry au quatrième quart, 5 en 7. Tous les autres joueurs qui ne s'appellent pas Kyle Lowry au quatrième quart, Incluant Kawhi. ouais, 0 en 15. Incroyable. Incroyable. Tu as échappé ça Mais là, dans un quart. Larry sait maintenant comment Kawhi s'est senti pendant presque toute la série face aux Sixers. Parce que là, tout d'un coup, c'est lui qui avait tout le poids sur ses épaules, qui réussissait les gros tirs, qui volait le ballon pour aller faire un tir en foulée alors que les Raptors, le match semblait s'envoler. Il a continué de leur donner des chances. J'avais pas réalisé ces chiffres-là avant de quitter les ondes hier. Là, j'ai vraiment réalisé à quel point, OK, là, il y a des limites. Là. Je veux dire, je comprends que Marc Gasol est plus à l'aise à 3 points que l'était Valanciunas qu'en début de carrière. Mais là, il ne prenait que des 3 points. C'est ce qu'on lui donnait. C'est ce qu'on lui donnait, mais il mesure 7 pieds 1. Ouais. Il doit être capable de se rendre un peu plus proche du panier. Pascal Siakam a pris trop de tirs de 3 points hier. C'est pas sa force. Il peut en prendre 4 ou 5 dans un match, mais pas 10. Son pourcentage était faible. Il a eu quelques bons moments, quelques percées au panier, mais Siakam est meilleur quand il attaque l'anneau que quand il tire de 3 points. Et lui aussi, c'est ce qu'on lui donnait. Même principe de l'autre côté. On voulait que Rick Bledsoe et Giannis Antetokounmpo prennent des tirs de 3 points parce que c'est pas leur force. Mais éventuellement, tu peux pas juste dire c'est ce qu'on me donne, je vais le prendre. Non, attends exact. un petit peu, c'est pas ma force. Je vais essayer de faire autre chose. Kawhi a été moins bon, quatrième quart. On sentait qu'à chaque fois qu'il attaquait l'anneau, Giannis était pas loin avec ses gros bras de vautour, puis tout le monde rendait ça difficile. Il n'arrivait pas à décoller. Là, on va jouer à tous les 2 jours pendant cette série. On n'aura pas une tonne de repos. Il va falloir qu'il fasse des ajustements. Puis moi, Danny Green, c'est un problème, Alex. C'est un franc-tireur, Danny Green. Et en ce moment, il n'arrive pas à livrer la marchandise. Est-ce que je me trompe en disant que son seul bon match de la ronde numéro 2 contre Philadelphie, c'était le match numéro 4 que les Raptors ont remporté? 5 aussi, 17 points. Dans le match numéro 4, terminé à 11 points. Bon. Mais oui, le reste des matchs, c'est en bas de 10 points. Mm-hmm. On le surveille étroitement le long du périmètre. C'est normal. C'est ça qu'on fait avec les francs-tireurs. Mais Danny Green doit t'en donner plus. C'est pas un athlète exceptionnel. C'est pas un gars qui affecte le match de 15 façons. Défensivement. Il est correct mal, défensivement, mais c'est pas Kyle Lowry là, qui vole plein de ballons puis qui prend des fautes offensives puis qui te donne plein d'énergie. C'est ton joueur qui joue à la position 2, qui joue 35 minutes par match. Au match 7, il a été cloué au banc par Nick Nurse. Et là, hier, il n'a pas fait grand-chose. Après le match, il a dit « J'en ai vu assez de ces matchs-là en série dans ma carrière à San Antonio pour savoir qu'on a raté une opportunité, qu'il fallait avoir l'espèce d'instinct du tueur pour terminer la rencontre. » Oui, bon commentaire, mais tu fais partie de ceux qui doivent se regarder dans le miroir et dire « J'ai pas assez contribué à avoir l'instinct du tueur hier. » Bon, beaucoup de choses à dire de ce côté-là. Pour moi, le match d'hier, et j'espère que ça se terminera pas pareil, là. Pour moi, le match d'hier, c'est comme le match numéro 1 à Toronto contre les Cavaliers. Lorsque VanVleet rate son tir et qu'on a 4 autres chances, 4 autres rebonds en 2018, de commencer la série 1-0 contre les Cavaliers, ça a changé complètement la série. Les Raptors ont été balayés. Je ne suis pas en train de dire que les Raptors vont être balayés, mais c'est le genre d'opportunité que tu ne dois pas rater. Peter m'a fait le même commentaire en sortant des zones hier. Je suis 92% d'accord avec toi. Et le 8%? C'est que c'était pire contre les Cavaliers. Parce que c'était à domicile aussi. Tu étais à domicile, tu as eu 4 tirs dans les 10 dernières secondes, tu as eu toutes les opportunités de gagner le match. Hier, à la fin de la dernière minute, ton opportunité était perdue. L'opportunité était bousillée avant ça. Norman Powell qui rate un tir en foulée assez facile au 4e quart, qui aurait monté ton avance à 9. Là, tout d'un coup, tir de 3 points à l'autre bout, ton avance redescend à 4. Il y a eu plein de petits moments comme ça. Contre les Cavaliers, c'était pire, mais le parallèle est parfait d'une autre façon, Alex, parce que là, tu pars la série à 0-1. Un 4-7, là, perdre le match numéro 1, c'est pas la fin du monde en théorie. Mais si tu reviens à 0-2 à Toronto, là, la pression bascule complètement du côté des Raptors. Ouais. Alors qu'en ce moment, c'est les Bucks hier qui avaient un petit peu le stress, qui réussissaient pas de tir, qui perdaient tout le match.
c'était vraiment une belle opportunité ratée hier par l'équipe de Nick Nurse. Et le quatrième quart, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais si on regarde les partants des Raptors dans le match d'hier, Siakam a joué 42 minutes, Kawhi Leonard a joué 42 minutes, Marc Gasol a joué 40, Danny Green 35, Kyle Lowry 40. Lorsqu'on dit que Marc Gasol manquait de jambes à la fin de la rencontre, lorsqu'on dit que Kawhi Leonard n'a peut-être pas été aussi efficace, ça fait combien de matchs? Ça fait 3 matchs que Nick Nurse coupe son banc, presque 4. À un moment donné, le banc doit faire quelque chose. Et encore une fois, hier, j'ai tweeté, Norm Powell et Fred VanVleet connaissaient une bonne première demi. Ouais. Après ça, c'était terminé. On ne pouvait plus leur faire confiance. Il arrêtait de les utiliser. Puis je rajouterais à ça OG Anunoby. Oui. On n'en parle pas beaucoup, là, mais ce bonhomme-là, il aiderait beaucoup dans cette série. Premièrement, il rétablirait un petit peu plus d'équilibre sur le banc, un joueur que tu pourrais utiliser au quatrième quart, un bon joueur défensif que tu pourrais envoyer sur Antetokounmpo à différents moments, parce que j'adore pas ce que Ibaka, Gasol, Kawhi et Siakam, ils ont tous des lacunes ou tous des raisons pourquoi je veux pas trop les voir sur Giannis. Anunoby serait peut-être le mieux placé de la gang. Et c'est un gars qui peut réussir un tir de l'extérieur. C'est un gars que tu n'as pas sur ton banc en ce moment. Sur ton banc, tu as Powell, qui est un bon athlète, mais qui se cherche. Il a réussi 2 tirs de 3 points, mais à part ça, il ne fait pas grand-chose. VanVleet, il est petit. Les Bucks essaient de l'exploiter dès qu'il est sur le terrain. Et Ibaka, il ne joue pas assez. Ibaka, hier, je ne comprends pas pourquoi Nick Nurse l'a oublié au quatrième quart. Surtout quand tu vois que Gasol est 0 en 7 du périmètre en deuxième demi et qu'il manque un petit peu de jambes. Ibaka... Les chiffres le montrent clairement. Quand les Raptors l'utilisent plus et qu'ils marquent plus de points, ils gagnent en série. Ah oui. Et hier, tu avais la chance de le ramener au quatrième quart, de changer un petit peu ta dynamique. Il peut te réussir un tir de 15 pieds, il peut te réussir un tir de 3 points. Il l'a laissé sur son banc. Et ça, je pense que c'est une erreur de la part de Nick Nurse. Il doit lui donner un petit 10 minutes. Combien il a joué de minutes hier? 17. 17, Alex. 17, Gasol en a joué 40. C'est le deuxième meilleur joueur du match 7 contre Philadelphie. Si lui, il ne connaît pas un gros match contre les Sixers, on n'en parle pas des Raptors en ce moment, ils sont à la maison. Et il joue seulement 17 minutes. Je comprends qu'il y a des soirs où Nick Nurse doit le regarder jouer et dire « Ah, il l'a pas aujourd'hui. » Mais hier, il n'a pas assez montré dans le match pour dire « Il l'a pas aujourd'hui. » Je l'aurais ramené au quatrième quart. Je lui aurais donné au moins un 5 minutes au quatrième quart. Ça, je trouve que c'est un problème parce que tu ne pourras pas surtaxer ton 5 partants comme ça pendant 4, 5, 6, 7 matchs. Non. 40 minutes pour Marc Gasol, c'est trop. Puis même pour Danny Green, 36, c'est trop pour ce qu'il donne en ce moment. Alors, je trouve qu'il faut absolument qu'il se passe de quoi à ce niveau-là au match 2. Et c'est fantastique que Kyle Lowry a eu un match de 30 points. C'est vraiment super. Kawhi avec 31, Siakam avec 15. Si on change simplement les noms, généralement, Siakam va tout le temps te donner entre 20 et 30 points. Kawhi Leonard va t'en donner 31. Et Kyle Lowry t'en donne 15. Ouais. Change juste les noms. À eux trois, tu t'assures d'environ 75 points par match. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est tout le reste. Tu n'as pas de quatrième option. Gasol ne marque pas. Green ne marque pas. Ibaka, VanVleet et Powell ne marquent pas. C'est ça. Donc, peu importe que... ils ont marqué 17 points au quatrième quart, Alex. Ouais. Ils menaient, ils ont marqué... Tu sais, si tu marques le nombre de points au quatrième quart que tu fais à peu près à tous les quarts, au minimum, tu t'en vas en prolongation. Là, je veux dire, à un moment donné, je comprends que les Bucks ont levé leur jeu d'un cran défensivement. Les Raptors ont quand même raté des tirs, quelques mauvais revirements. T'as raison. Je veux dire, le problème n'est pas compliqué. J'en ai parlé dans ma chronique sur le RDS.ca avant le début de la série. La profondeur des Bucks est meilleure. Mais même là, hier, les Bucks n'ont pas eu tant de points ou de production additionnelle de leur banc par rapport à celui des Raptors. Il y a eu 15. Brogdon. Mais George Hill, 0 en 6. Oui, mais c'est 0 point pour George Hill. Et c'était un de nos candidats au 6e homme en match éliminatoire. Termine à 0 points, tu gagnes quand même et tu tires à 25% à 3 points. Ouais. Malgré tout ça, tu gagnes. Ouais. Donc, il va y avoir un sentiment de désespoir au match 2. Les Bucks vont être meilleurs du périmètre, j'en suis convaincu. Les Raptors devront être meilleurs, eux aussi, de façon globale. Siakam doit continuer à trouver des repères. Il a été bon contre Milwaukee cette saison et il ne faut pas juste qu'il se contente des tirs de 22 pieds parce que c'est ce qu'on lui laisse. Il y a des gars qui doivent se regarder dans le miroir et peut-être que ça prend un match comme le match 4 à Philadelphie où c'était pas joli, mais tu t'acharnes sur ton identité défensive, tu contestes tout, tu veux rester serré jusqu'à la fin et là, tu espères que Kawhi ou qu'un Lowry ou un Siakam fassent quelques gros paniers. Parce que revenir à 1-1 ou revenir à 0-2 à Toronto, ça va faire une grosse différence.
Et les Bucks vont être meilleurs au match 2. Donc, non, c'est ça. C'est une opportunité gaspillée, mais il ne faut pas non plus s'emballer. Non, c'est un match. C'est un match. Et la série contre Philadelphie, elle a basculé comme 3 fois à l'intérieur de la même série. Ça pourrait arriver encore une fois, mais les Bucks ne posent pas le même problème global que les Sixers posaient au tour précédent. Parce qu'il y a un certain rythme, un certain momentum dans le match. Mais entre les matchs, et comme tu le dis, on l'a vu contre les Sixers, de match en match, on se dit c'est terminé, les Raptors gagnent facilement. Après le match numéro 3, terminé, les Sixers vont gagner. Donc, il n'y a pas vraiment de momentum entre les matchs. Pendant le match, oui. Chapitre des rebonds, 60 également à 45, c'est un problème. Tu as parlé brièvement de Marc Gasol tantôt. On lui disait, parfait, Bono à 3 points. Continuez à tenter des 3 points. Est-ce que c'est à Marc Gasol, selon toi, d'être plus brillant? Ou bien c'est Nick Nurse qui lui dit, regardez les gars, lorsque vous êtes libre, tirez et ça va fonctionner. Est-ce que c'est à Nick Nurse de dire, bon, Marc, même si tu es disponible, on va corriger le tir dans notre stratégie et on va s'arranger pour que la résultante des possessions, ce soit pas toi en haut de la clé avec le ballon des mains dans les mains complètement ouvert. C'est un peu des deux. Gasol, c'est un cas pas évident à gérer pour Nurse parce que la meilleure faculté offensive, la meilleure aptitude offensive de Marc Gasol, c'est ses passes. Alors, tu veux qu'il soit ton espèce de pivot, ton point d'ancrage en haut de la clé, qui se retourne, qui trouve l'homme libre, qui fasse des belles passes et qui libère les autres. Mais quand il se met à devenir un passeur, il peut faire que des passes pendant 4 quarts, puis il n'a pas vraiment été agressif, et là, l'adversaire le voit comme un passeur seulement. Alors, tu veux qu'il soit agressif. Mais en ce moment, on dirait que sa façon d'être agressif, c'est de tirer des 3 points. Il a des bonnes sensations à cet endroit. Il en a réussi 1 ou 2 à tous les matchs ou presque en série. Mais Marc Gasol, quand il jouait avec les Grizzlies de Memphis et qu'il allait au match des étoiles et qu'il faisait toutes sortes de belles choses, il ne faisait pas juste tirer des 3 points. Enfin, il n'en tirait pas beaucoup à l'époque. C'est un peu comme Brook Lopez. En fin de carrière, tu ralentis, tu veux rajouter une corde à ton arc, c'est bien correct. Mais tu ne dois pas oublier non plus que tu mesures 7 pieds 1 et que tu as bâti ta carrière un petit peu plus près de l'anneau. Il a encore des aptitudes à cet endroit-là, mais on dirait que moins il tire de là, moins il a envie de tirer. Tu ne veux pas non plus museler Gasol et dire là, tu ne tires plus de 3 points pour l'instant. Tu fais autre chose, tu fais des passes, tu fais des tirs de 10 pieds, parce que là, ça devient mélangeant. Là, tu peux pas mettre des restrictions à un gars dans la trentaine qui en a vu bien plus que Nick Nurse, en fait. Alors, c'est pas évident. Mais je pense qu'en regardant les bandes vidéo, il va constater lui-même qu'il doit faire attention, qu'il doit être... Tu sais, tout le monde a parlé du fait qu'on se fiait trop sur Leonard au tour précédent. Parfait. Mais là, hier, on s'est fié beaucoup sur Larry et Leonard, c'est correct, mais... Green, Gasol, Ibaka, Van Vliet, on tape sur le même clou depuis tout à l'heure, on va arrêter là. Mais c'est le même principe. Vous pouvez pas dire c'est eux nos joueurs vedettes, on va leur donner le ballon sans arrêt. OK, mais ça en prend un 6 points de toi, un 9 points de toi, un 12 points de toi, Danny Green. Parce qu'en bout de ligne, on va pas arriver à 112 ou 114 au match numéro 2 si on fait 30-30 puis 15 comme tu dis tout à l'heure. Ça prend un peu plus. Alors, non, à suivre, mon cher. À suivre, puis on se souvient dans l'autre série tout juste avant, Celtics contre Bucks. Les Celtics ont gagné le match numéro 1. Les Bucks ont gagné les 4 matchs suivants. Je suis inquiet pour le match numéro 2, mais on sait au basket tout peut arriver. Puis ça donne rien de perdre du sommeil là-dessus. Vendredi soir, 20h25 à RDS. Monsieur Tourigny, il sera à la description avec Will Archambault et Max Boudreau. Match numéro 3. On aura également une chronique informateur basket de Peter. À la demi au match numéro 2. Match numéro 3 à Toronto, Charles Dubé-Bray. Fait son retour. Retour. Deuxième match avec nous en studio. On l'a beaucoup aimé sa première visite. On a hâte de le revoir. Tu risques d'avoir des invités spéciaux. On n'en parlera pas tout de suite, mais à la demi du match... En fait, je vais, mais on ne sait pas sous quelle forme. On sait pas. C'est ça. Ton entrevue à la demi du match 3 à Toronto, parce que tu vas être à Toronto pour les matchs 3 et 4, risque d'être étonnante aux yeux des partisans qui nous écoutent. Probablement. 2 grands fans de basket québécois qui seront sur place. Match numéro 4. Je serai encore à Toronto. Encore à Toronto. Match numéro 5, Max Paulus. On va avoir une belle variété à tous les soirs. Donc, on espère que cette série se rendra très loin. Est-ce qu'on bascule vers l'Ouest? On bascule vers l'Ouest. Match entre les Warriors et les Rockets vendredi. Sans Kevin Durant. Là, on se disait... Est-ce que c'est exactement comme il y a un an? Chris Paul se blesse à la fin du match numéro 5 et par la suite, les Rockets perdent les matchs 6 et 7. Les Warriors se rendent en finale et gagnent finalement la grande finale. Eh bien non. Eh bien non, les Warriors de Golden State ont réussi à battre les Rockets et je dirais même Klay Thompson a été exceptionnel
dans la première demi. Oui. Mais Steph Curry, 33 points en deuxième demi. Il a terminé la première demi avec aucun point. On se disait, est-ce que c'est la fin des Warriors du Golden State comme on les connaît? Est-ce que Kevin Durant va partir? C'est toutes des belles questions, là. Et là, soudainement, Steph Curry se met en marche avec 33 points lors de la deuxième demi. 4-11 à 3 points. Il termine de cette rencontre. Donc, avec 33 points, 27 pour Klay Thompson, qui a été le héros de cette rencontre-là, du moins lors de la première demi. Et les questions qu'on se posait sur les Warriors, bien maintenant, on peut se les poser sur les Rockets. Qu'est-ce qui va se passer avec les Rockets? Est-ce qu'on fait exploser tout ça? Est-ce que Chris Paul est trop vieux? Est-ce que James Harden a trop le ballon? Encore une fois, hein, c'est des belles questions qu'on doit se poser. On n'a pas été capable de battre pour une deuxième année de suite les Warriors. Et là, cette fois-ci, je trouve, on n'avait aucune excuse de perdre ce match-là. Je suis d'accord avec toi. C'est une énorme déception pour Daryl Morey, le directeur général de cette équipe-là, pour Mike D'Antoni, l'entraîneur-chef. Pour eux, c'était leur année. Ils étaient en santé. Ils avaient en plus le coup de pouce nécessaire avec la blessure de KD, l'effet miroir de l'an dernier. Ils avaient la chance de gagner le match 6 à domicile, de mettre toute la pression sur les Warriors pour le match 7 en Californie. Ils ont mené à certains moments du match. Ils menaient au quatrième quart. Pas capable de terminer le travail. Oui, Steph et Klay ont été exceptionnels, mais je trouve que Harden a été un petit peu décevant en deuxième demi de cette rencontre. Et là, tu veux parler de l'avenir pour eux. Écoute, c'est difficile à dire parce que veux pas, tu peux pas faire exploser l'équipe telle qu'on la connaît. Paul est sous contrat pour encore 3 saisons à un salaire faramineux. James Harden, tu veux pas l'envoyer nulle part de toute façon. Eric Gordon est encore utile. PJ Tucker, on l'aime bien. Le gars qui pourrait essayer d'échanger, c'est Clint Capella. Parce que tu vois que Capella a des limites en série, qui ne peut pas nécessairement être utilisé à tous les moments, qui n'a pas de tir de l'extérieur, que c'est pas exactement la version de basket que les Rockets veulent jouer en tout temps. Et il est encore jeune, il est athlétique, il a un contrat à long terme. Tu pourrais essayer d'échanger lui. Mais sinon, Alex, tu n'as pas de choix de première ronde incroyable. Tu n'as pas d'outils spéciaux que tu peux dire je vais t'échanger 2 choix de première ronde puis un tel. Puis ta masse salariale, elle était déjà élevée. Moi, je pense qu'il faut que tu poursuives. Tu sais, ils n'étaient pas loin, là. Tu peux avoir l'argument de dire notre philosophie continue d'apporter des succès. On s'est rendu dans les 8 meilleures équipes. On aurait pu, avec un résultat différent au match 6. Il y a beaucoup de si, là. Mais je pense pas qu'il y a une formule magique pour tout changer pour l'année prochaine. Parce que tu continues à faire exactement la même chose avec les mêmes résultats année après année ou tu espères de tout cœur que les Warriors perdent KD. Et là, soudainement, là, tu peux te dire, bon, KD les amène over the top. Là, on vient de perdre KD. On a des chances de les battre enfin. Parce que si on recommençait la série à 0 sans Kevin Durant, les Rockets gagnent cette série-là. Je ne suis pas certain que les Warriors peuvent battre les Rockets 4 fois en 7 matchs sans Kevin Durant. Donc, est-ce que tout l'espoir repose sur ce qui va se passer avec les Warriors? Mais si KD revient à Golden State et que cette équipe-là reste à peu près intacte, qu'est-ce que tu fais l'an prochain? Je pense que le consensus, c'est que KD ne reviendra pas. Peut-être qu'on peut se tromper, mais j'ai l'impression qu'il ne reviendra pas. Mais en même temps, de te fier sur que l'équipe qui te cause des problèmes soit amoindrie, puis que ton problème soit résolu comme ça, c'est sûr que c'est pas super efficace comme approche. Tu veux arrêter de te cogner la tête dans le mur, tu veux améliorer ton équipe, donc tu veux regarder dans ton propre miroir, mais je vois pas des tonnes de solutions. Il n'y aura pas un joueur d'impact additionnel qui va s'amener à Houston, à moins que les Rockets convainquent une équipe de prendre Capella en échange d'un très bon joueur, mais j'ai des doutes par rapport à ça, parce que Capella, s'il n'est pas idéal à Houston, il ne sera pas idéal ailleurs. Mais non, j'ai pas. Je pense qu'on a un problème. On a tout fait avec notre approche analytique, avec nos tirs de 3 points, avec tout ce qu'on a bâti là-bas contre le gré de la NBA pendant les dernières années. Et peut-être a-t-on atteint les limites. Peut-être que de dire 6 tirs de 3 points contestés, c'est mieux que 8 tirs de 2 points de qualité. Puis, tu sais, les chiffres là, qui nous montrent tout ça, il y a peut-être des limites à ça. Peut-être qu'un bon tir de 2 points, c'est mieux qu'un tir difficile de 3 points, tu sais. Puis Harden, on lui en a demandé beaucoup cette année. On lui en a demandé beaucoup l'année passée. Il va pas garder cette cadence-là pendant 2, 3, 4 ans encore. Alors, il faut l'entourer, mais c'est pas évident. On est vraiment déçus du côté de Houston présentement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est très intéressant ce que tu dis du fait de ne pas se taper sur le mur et souhaiter que l'autre équipe soit amoindrie. Parce que si les Raptors avaient fait ça,
En disant LeBron est parti, on est correct. Masai Ujiri ne serait jamais allé chercher Kawhi Leonard. Mais non. On aurait dit, bon, ben, LeBron est parti, Lowry, Valanciunas, DeRozan. On est correct, il n'y a pas de problème. On continue, ben non. Et sans rien enlever à DeRozan et Valanciunas, si on avait gardé la même équipe, je ne pense pas que les Raptors seraient en finale de l'Est Il n'aurait peut-être pas fait non plus la transaction pour Gasol en cours de saison, Masai Ujiri. L'objectif doit tout le temps être d'améliorer ton équipe en cours de saison, pendant la saison morte. Ujiri est un des plus agressifs de la Ligue. Daryl Morey, celui de Houston, très avant-gardiste, très agressif aussi. S'il voit une opportunité d'effectuer une transaction, il va le faire. Mais Chris Paul a zéro attrait à l'âge qu'il a avec son historique médical et au salaire qu'il a pour les 3 prochaines saisons. On a décidé à Houston de le récompenser pour sa dévotion des dernières années, pour sa belle carrière, mais quand tu lui fais signer un contrat de 4 ans comme ça, tu sais que tu ne pourras pas l'échanger. Harden, tu pourrais l'échanger, mais pourquoi tu voudrais l'échanger? Alors, je te dis, tu es limité dans tes options si tu es Houston cet été pour la première fois, alors que Morey avait plus de cartes dans son jeu, plus de flexibilité, plus d'audace possible. Là, il est un peu dans le trouble à ce niveau-là. Et les Warriors, ben là, affrontent les Trailblazers de Portland. C'est pas la série qui excite les gens autant que la série Houston-Golden State excitait tout le monde. Non, puis je pense que Trailblazers-Nuggets, à la base, excitait pas grand monde non plus. Ça s'est rendu à un match numéro 7 qui a été présenté tout juste avant votre match dimanche. Oui. Portland-Golden State, je ne vois pas comment Portland peut réussir à battre Golden State 4 fois. Une fois, peut-être, mais on a vu que Lillard et McCollum, à eux deux, ont terminé la rencontre numéro 1 avec 36 points. Stephen Curry, à lui seul, dans cette rencontre-là, a terminé à 36 points. Ouais. Ça va prendre encore une fois des performances exceptionnelles de McCollum et Lillard, mais par la suite, qui va donner des points? C'est ça. Là, c'est force contre force. Hein? C'est les Splash Brothers contre la version du Nord-Ouest Pacifique des Splash Brothers, là, Donc, Lillard et McCollum. C'est une version un peu moins extraordinaire, mais quand même très solide depuis plusieurs années. Steph Curry, Seth Curry. Oui, mais Seth Curry n'est pas le garde partant. Tu peux pas dire confrontation de frères, mais c'est sûr que si tu veux l'illustrer comme ça, tu as raison. C'est le petit frère des Warriors de Golden State. C'est le petit poussin, absolument. Mais mon point étant que les Blazers, je pense, sont une équipe qui est contente d'avoir mis fin à leurs problèmes en série, d'avoir gagné 2 rondes pour la première fois depuis une éternité. On a franchi une barrière psychologique qui est très importante. Moi, je les vois comme l'équipe qui est juste contente d'être en finale de l'Ouest. On dit les bonnes choses, on veut gagner, c'est bien correct. Mais moi non plus, je ne vois pas comment ils auraient les ressources pour battre les Warriors. Le match numéro 1 nous en a dit long. Ils ont gardé ça à 6 ou 7 points. Au 3e quart, ils restaient dans le match. Puis là, le 4e quart a été catastrophique. Le seul scénario dans lequel cette série-là pourrait devenir intéressante, c'est si les Blazers gagnent le match 2. Parce que si tu trouves le moyen d'aller en voler un à Golden State, et on s'entend, les Warriors, cette année, ils en ont eu des crampes au cerveau, des bulles dans leur saison où tout d'un coup, ils jouaient tout croche. À la maison... contre une équipe moyenne, contre les Clippers en première ronde, quand on menait par 30 puis on a perdu. Ça peut arriver. Si ça arrive, là, c'est 1-1, tu retournes à Portland, on a une super foule là-bas, on va être gonflé à bloc, on est peut-être capable d'aller chercher au moins une victoire à domicile, puis là, tu commences à forcer les Warriors à te prendre au sérieux. Mais si tu perds 2-0 après les 2 premiers matchs, les Warriors vont aller en chercher 1 sur 2 à Portland. Je suis convaincu. Ça va finir en 5. Puis ça va finir en 5. Ouais. Alors, c'est les 2 scénarios en ce moment. C'est pour ça que le match numéro 2, autant dans la série des Raptors, selon moi, encore plus pour les Blazers, doivent absolument gagner ce match 2 sur la route pour se donner une chance dans la série. 21h ce soir, donc, Blazers contre Warriors de Golden State. Pas présenté sur nos ondes, mais on vous invite quand même à regarder, amateurs de basketball. Ce match... Est-ce qu'on passe à la loterie? Pas le choix, mon cher. Pas le choix. Alors, mardi soir. Écoute, mardi soir, et tout ce que je vais dire, en fait, je vais ouvrir avec ça. Pauvre Knicks. Attends, mais expliquons la loterie pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent moins le basket. Rapidement, là, je prends 1 minute. Ouais, vas-y. Le principe de base dans la NBA, c'est qu'on... Puis c'est un peu comme ça au hockey, mais c'est encore plus prononcé dans la NBA. Vraiment, ouais. On veut pas que les équipes fassent à ce point exprès de perdre pendant une saison difficile pour finir au dernier rang de la Ligue et avoir de grandes probabilités de choisir au premier rang. On veut essayer de mitiger un petit peu les équipes qui tankent, comme on dit, là, qui veulent Donc, ils font exprès pour perdre, essentiellement. Alors, cette année, pour la première fois, on a encore plus changé les pourcentages qu'on avait avant. Alors, les 3 équipes qui ont eu la pire fiche dans la Ligue avaient 14 % de chance chacune d'obtenir le tout premier choix.
Et là, ça rendait les autres équipes qui avaient fini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça les rendait encore plus éligibles au premier choix avec des pourcentages accrus. Même les équipes comme les Lakers de Los Angeles, qui avaient, si je ne me trompe pas, Les Lakers étaient loin, ouais. 9e. Ouais. Ouais, un petit peu. C'était Je pense 1, que- 2, 3, 4, 5. OK. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, quand tu avais le 11e meilleur pourcentage de montée au repêchage avant, si tu tombais pas 1, 2, 3, tu restais 11e. Ouais. Là, les Lakers, sans tomber dans 1, 2, 3, ont eu le 4e choix. Donc, ça donnait Parce qu'on plus... pige 4 fois. C'est ça. Ça donnait encore plus de chances de remonter au repêchage et c'est exactement ce qui est arrivé. Memphis avait 6% des chances de monter dans le top 3. Ils ont monté au 2e rang. Les Knicks avaient 14%. Ils sont allés 3e. Les Lakers avaient 2%. Ils sont montés jusqu'au 4e rang. Et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans avaient 6% des chances d'avoir le premier choix. Et c'est ce qui est arrivé. Comme le hasard fait bien les choses. J'ai tweeté ça. Anthony Davis veut se faire échanger. Pas de problème. Les Pelicans. Et là, je ne suis pas en train de partir la théorie du complot. Là. Je vais juste parler de hasard. On reçoit le tout premier choix. Est-ce que AD va partir? Je ne sais pas. Mais là, on va pouvoir vendre des billets, du moins pour une année, en raison de Zion Williamson. Ça nous donne donc une année de tampon si on devait échanger Anthony Davis pour vendre des billets du côté des Pelicans. Et souviens-toi, il y a une vidéo qui a circulé. Les gens qui vendent des billets à la Nouvelle-Orléans ont explosé de joie. Absolument. Mais tu sais, là, la chose que j'ai le plus envie de discuter pour commencer de parler de la loterie, c'est là, on a 2 joueurs dans notre effectif, en prenant pour acquis que les Pelicans vont prendre Williamson au premier rang. On a 2 joueurs qui ne semblent pas vouloir jouer pour nous. Anthony Davis a demandé une transaction la saison dernière et là, il lui reste 1 an de contrat et tout indique qu'ils vont devoir l'échanger s'ils ne veulent pas le perdre pour rien du tout à la fin de la saison qui s'en vient. Et Zion Williamson, selon tout ce qu'on a vu et lu lors des festivités de mardi soir, n'a pas envie d'aller en Nouvelle-Orléans. Mais là, il a commencé à dire les bonnes choses. Il a dit « J'ai hâte de jouer pour les Pelicans ». Est-ce que c'est vrai? Mais c'est parce que là, la rumeur qui circulait, les articles qui ont commencé à sortir hier, c'était il pourrait retourner à Duke. Il pourrait dire j'ai pas encore signé avec un agent, j'ai pas encore signé un contrat de soulier, j'ai fini mes cours à ma première année à l'école, j'ai rempli tous les critères pour retourner à l'école pour une 2e année. Le problème avec ça, c'est que quand tu es supposé être le premier choix puis tu veux commencer ta carrière puis commencer à faire les gros dollars, tu peux pas repousser ça d'1 an. Ça serait une catastrophe, honnêtement. Imagine si tu te blesses. Si tu te blesses, tu peux pas avoir des grosses polices d'assurance, là, mais il y a des limites. Alors, la Ligue, là, ça serait le pire scénario pour eux, qui préféreraient retourner à l'école que de jouer pour une de leurs équipes. Un des marchés les moins attrayants de la Ligue, j'en conviens. Mais quand même, tu n'as pas le choix d'y aller. Non. Tu leur appartiens essentiellement pour 7 ans quand tu es repêché. Et tu feras comme Anthony Davis, tu partiras après 7 ans. Ben c'est ça, mais 7 ans, c'est long. Alors lui, il capote un peu parce que Davis, il lui reste juste 1 an à son 7 ans. Lui, il lui en reste 7. Mais en même temps, tu n'as pas le choix d'aller à cette équipe-là. Puis, oui, tu pourrais dire que ma seule monnaie de négociation, c'est je vais retourner à l'école si vous ne m'échangez pas. Mais pour un joueur de 19 ans, de faire ça, ça serait vraiment très mauvais pour tout le monde. Il serait mal conseillé. C'est pas une bonne idée. Et tu peux retomber l'an prochain encore une fois sur les Pelicans. Qu'est-ce qu'il que dit? Tu vas faire? Là, tu vas avoir perdu 1 an de salaire, de contrat, de faramineux, de souliers, de tout ça pour retrouver au même point. Alors, s'il y a moindrement des gens intelligents qui le conseillent, ils vont lui dire faut que tu acceptes ton sort. Après ça, les Pelicans, par exemple, ce serait dans leur intérêt de l'entourer, de le rendre heureux. Oui. Alors, et là, il y a une façon de le faire. Voilà. Et ça revient à ce que je disais en ouverture. C'est quoi? Pauvres Knicks qui ont terminé dernier et là qui se retrouvent 3e. Ouais. Et les Knicks, on sait, bon, est-ce que Kyrie Irving va aller du côté de New York? On ne sait pas. Est-ce que KD va aller du côté de New York? On ne sait pas. Est-ce que Kemba Walker, qui a connu des matchs exceptionnels avec UConn là-bas, on ne sait pas. Mais on pourrait peut-être essayer d'aller chercher Anthony Davis et donner le 3e choix au total, qui pourrait être R.J. Barrett, le colocataire de Zion Williamson avec Duke. Le meilleur ami essentiellement de Zion Williamson. Est-ce que c'est une façon de le rendre heureux? Et si tu commences
une concession, entre guillemets, avec Zion et RJ, pendant 7 ans, tu as du temps pour bâtir une bonne concession, une bonne équipe. Moi, si je suis les Pelicans, Alex, j'échange Davis cet été, sans aucun doute, parce que j'ai vu des gens qui suggéraient garde-le jusqu'au mois de février, à la date limite. Vois si la chimie opère avec Zion. Ils pourraient être super bons ensemble, de bons compléments l'un pour l'autre. Il n'a pas envie de jouer là, Davis. Il a brûlé les ponts. Et de retarder l'inévitable, ça donne rien. Exact. Échange-le, pars à 9 tout de suite avec, effectivement, moi cette transaction-là, je la prendrais très au sérieux si j'étais les Pelicans. Je dirais, OK, on vous envoie les Knicks, on vous envoie Davis. En retour, on veut votre 3e choix, Kevin Knox, puis 2 autres choix de première ronde. Moi, je pense que c'est ça que ça prend pour Davis. Évidemment, Davis doit peut-être dire aux Knicks entre-temps, je vais rester à long terme si vous faites mon acquisition. Mais moi, c'est ça que je ferais. Je pense que c'est une bonne transaction pour les 2 équipes. Les Knicks auraient la vedette au cours de laquelle bâtir. Ça va être difficile de bâtir au cours de lui parce qu'on n'aura plus beaucoup d'éléments. On va perdre des choix de première ronde, etc. Ça dépend. Tu vas chercher KD. C'est ça. Si tu peux le faire en tant qu'agent libre parce que tu ne le feras pas par le repêchage. Exact. Mais les Knicks seraient quand même gagnants parce qu'ils auraient une des vedettes qu'ils veulent. Et les Pelicans, bâtis avec des jeunes sous contrat à long terme, qui ne coûteront pas cher au début, qui ont envie de jouer ensemble, qui vont énergiser les partisans. Là, disons là, que tu as effectivement RJ, Zion, Kevin Knox. Tu peux peut-être même échanger Drew Holiday. Tu peux l'envoyer à quelqu'un pour d'autres éléments jeunes intéressants. Fais-le comme il faut. Là. Tu bâtis. Là. Tu ne seras pas top 4 dans l'Ouest l'année prochaine, mais tu pourrais être drôlement bon dans 2, 3 ou 4 ans. Là. Ouais. Moi, c'est ça que je ferais à 100%. Et là, reste à savoir, est-ce que Barrett va sortir 3e? Là, je pense que oui. Memphis, je crois, va prendre Ja Morant. C'est ce qu'on lit depuis ce matin, oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont garder Mike Conley? Est-ce qu'ils vont... J'ai aucune idée. Mais du moins, les deux peuvent peut-être cohabiter si Ja Morant n'est pas partant dès le match numéro 1. Soit que Conley peut servir de mentor et puis tu peux les jouer ensemble un peu ou tu peux juste l'échanger tout de suite Conley. Les 2 scénarios se valent. Ils adorent Conley à Memphis, mais ils comprennent que Morant est un talent spécial aussi. Eux autres sont très contents de la tournure des événements. On va pouvoir bâtir autour d'un gars que les partisans vont adorer. L'autre scénario pour les Pelicans avec Davis, tu peux retourner à Boston. Oui. Tu peux dire aux Celtics, bon, on va jaser là, maintenant que vous avez la capacité de transiger avec nous. On veut Tatum, on veut Brown, puis on veut le choix de première ronde de Memphis que vous possédez. 3 de vos atouts les plus intéressants. Les Celtics n'ont pas le choix de prendre cette transaction-là au sérieux, Alex. Mais ça dépend si ça fait rester Kyrie Irving ou non. Ben, moi, je pense que même s'il ne reste pas, tu fais cette transaction-là parce que Davis est un talent générationnel, spécial, et que peut-être que Brown et Tatum, tu n'es pas convaincu maintenant qu'est-ce que ça va donner à long terme. En tout cas, cette année, ça a été plus difficile, mais ça a été plus difficile en partie parce que Kyrie a changé complètement la dynamique de l'équipe. Mais moi, je pense que les Celtics, dans la mesure où ils veulent essayer de bâtir autour d'un joueur fantastique, après ça, tu peux avoir autour de lui des morceaux comme Horford, Hayward, Smart. Rozier peut-être. Ben, si Kyrie ne revient pas, je pense qu'il faut que tu re-signes Rozier. Il y a moyen de gagner avec cette équipe-là. Je pense que les Celtics sont l'autre partenaire intéressant. Je pense que LA, on peut mettre une croix là-dessus. Ah oui. Ils ont le 4e choix. Là. C'est quand même une pièce d'échange qu'ils n'avaient pas. Mais en même temps, les jeunes... c'est pas le 3e choix. Non. Puis les jeunes ont tous perdu de la valeur cette année. Brandon Ingram a été moins bon. Là, il a un problème de Caillot qui fait que son avenir n'est pas clair. Souvenez-vous de Chris Bosh. C'est un excellent comparatif. Kyle Kuzma a été moins bon. Lonzo Ball, on ne sait plus. Tous les jeunes atouts qu'on pensait qu'on allait pouvoir mettre dans une transaction pour Davis ont perdu de la valeur. Puis en plus, les Lakers ont vraiment fait suer, entre guillemets, si tu me permets l'expression, les Pelicans. Ils n'ont pas envie de l'envoyer là-bas. Moi, je pense que les Lakers n'auront pas une des meilleures offres à mettre sur la table. Donc, les Celtics et les Knicks, là, je pense qu'ils vont travailler très fort pour conclure cette transaction. Parce que c'est drôle, quand on lisait des fans des Lakers sur Twitter, c'était c'est fantastique, on va repêcher 4e. Non, c'est pas si fantastique que ça, parce que si tu repêchais dans le top 3, à mon avis, là, tu devenais un partenaire de transaction peut-être idéal pour la Nouvelle-Orléans. Mais en étant 4e, le gap, la différence entre 3 et 4, est-ce que c'est un DeAndre Hunter? Est-ce que c'est un Jared Culver? C'est pas RJ Barrett.
c'est pas R.J. Barrett. Et c'est essentiellement ça le problème. Pour moi, Barrett a plus de valeur que Ingram, a plus de valeur que Lonzo Ball. Il a plus de valeur que tous les jeunes joueurs que tu peux donner du côté des Lakers. Ben, c'est ce qui me rend le plus fou, honnêtement, des discussions que j'entends depuis mardi soir avec les experts d'ESPN puis partout aux États-Unis. C'est que là, R.J. Barrett, là, on lui trouve plein de verrues tout d'un coup. On a parlé de ça, toi et moi, toutes les semaines ou deux, depuis 2 mois. Je comprends que Zion va partir 1. Puis à la rigueur, je comprends que Morant pourrait être 2 devant Barrett, c'est correct. Mais de penser que Barrett est un espèce de faux prix de consolation, 3e, puis est-ce que son tir de l'extérieur est assez bon? Est-ce qu'il est assez physiquement fort pour attaquer le panier dans la NBA? Les gens semblent oublier, là. C'est un bonhomme qui a joué 1 an à Duke, qui a été vraiment bon pendant sa saison, qui a fait tout ce qu'on lui a demandé, qui a pris la relève en l'absence de Zion. Quand Zion était là, Zion prenait toute la place, toutes les manchettes. Barrett est devenu cette espèce de joueur à côté qu'on a oublié. Et là, on pense que tout d'un... facilitateur un peu. Il a terminé avec une moyenne de 22 points, mais il passait le ballon. Il a tout ce qu'il faut pour être bon dans la NBA. Il a le gabarit. Il est capable de finir près de l'anneau. Il a vu son père jouer. Il est entouré de Steve Nash et tout ça. Il sait ce que ça va être. Il a été essentiellement un pro depuis 1 an et plus, même à l'école. Tu sais, il est prêt pour ce défi-là. Et là, tout le monde cherche des raisons. Puis on est sûr qu'il va être pris 3e. Puis on est sûr qu'il va être un joueur d'impact dans la NBA. Vous êtes fous si vous pensez le contraire. Mais sauf que vous ne l'avez peut-être pas regardé assez attentivement jouer parce que tous les yeux étaient rivés sur Zion pendant la totalité des matchs de Duke. C'est correct. Mais Barrett a dit aujourd'hui, les gens autour de Barrett auraient dit qu'il serait très excité à l'idée de jouer pour les Knicks. Mais sauf que là, il ne faut pas qu'il s'excite trop parce que les Knicks vont être très tentés. Je pense qu'ils trouvent sympathique, Barrett, les Knicks. Mais les Knicks de New York veulent des joueurs vedettes. Ils veulent bâtir avec les gros noms, là. Ils s'attendent à avoir KD. Ils souhaitent aller chercher Kyrie ou au pire Kemba. Et là, s'ils peuvent utiliser le 3e choix pour aller chercher un Davis, ils vont le faire. Je vous le garantis qu'ils vont le faire. Est-ce qu'on a peur de ce qui s'est passé avec Bennett, avec Wiggins? Est-ce qu'on a mis les attentes tellement élevées sur Wiggins que là, soudainement, quand il donne des saisons correctes, on dit, là, est-ce que ça revient un peu à ce qu'on a vu la semaine passée? Est-ce que les Canadiens sont soft? Est-ce que si? Est-ce que ça? C'est un paquet de questions qui n'ont aucun rapport à R.J. Barrett. Aucun. Non. Mais ça va être à lui de prouver, Alex. Je veux dire, à ce point-ci, je peux comprendre là, que les gens regardent Bennett et Wiggins, là, puis les Canadiens pris au premier rang, puis c'était moins excitant. Là, Murray est en train de s'établir comme un des bons joueurs de la Ligue, mais c'est pas assez. Les gens se disent, les joueurs canadiens, ben écoutez, regardez-le Barrett, puis on se rejasera dans 1 an ou 2. J'ai vu des mock drafts où Barrett glissait hors du top 3. Je suis là, pardon? Impossible. Impossible. Ouais. C'est impossible que ça se passe. Puis si ça se passe. J'ai rien contre Darius Garland, puis DeAndre Hunter, puis tout ça, comme tu disais, là, mais il faut que Barrett soit au plus loin, ce soit le 3e choix. En tout cas. Donc, le repêchage dans un peu plus d'1 mois. Oui, le 20 juin à Brooklyn. Et évidemment, on surveillera entre-temps Lugansdor, qui apparemment, là, Peter me disait, il avait une douzaine d'entraînements privés. Avec des équipes de la NBA présentement pour faire valoir tout son talent. On continue de le voir projeté à la fin de la première ronde dans différentes prédictions, mais c'est encore le temps de changer. Mais il a signé avec l'agence Octagon cette semaine, qui représente également Steph Curry et Giannis Antetokounmpo. Je ne sais pas si tu les connais. Non. Bon, en tout cas, c'est des joueurs talentueux qui ont fait un nom dans la NBA. Et c'est une belle nouvelle parce que c'est une agence donc de premier plan qui croit en lui, qui est sérieuse. Alors ça, c'est vraiment le fun. Et là, ce sera à lui de continuer de s'entraîner. Il s'entraîne fort hors terrain aussi, selon ce qu'on dit et ce qu'on lit entre les branches et ce que Peter nous raconte. On a engagé un entraîneur personnel pour continuer à développer le tir du périmètre. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles. Il prend ça au sérieux. On espère l'avoir en studio avant la fin des présentes séries éliminatoires, mais pour l'instant, il est aux États-Unis, il travaille fort, donc on va le laisser tranquille. Mathieu, ça fait un plaisir encore une fois. Ça fait un plaisir, mon cher. Peut-être qu'on réouvrira les questions du public, là, soit la semaine prochaine ou l'autre d'après. On espère se reparler alors que les Raptors auront gagné 1 ou 2 matchs face aux Bucks dans une semaine. Entre-temps, on vous rappelle les rendez-vous vendredi soir, 20h25 à RDS, match numéro 2. Et dimanche, à 18h55, toujours à RDS, match numéro 3, disputé au Scotiabank Arena de Toronto. Avec des invités spéciaux à la demi. Spéciaux à la demi, on va garder ça de même. Tu vas être à Toronto, tu vas être à la description 2.
On a hâte de voir ça, mon cher. Beaucoup de voyagements, Montréal-Toronto, Toronto-Montréal. T'es mais fait fort, vraiment mon gars. un plaisir. Pendant que tu es encore jeune. Parfait. Au revoir. Merci beaucoup, tout le monde. À bientôt. Yes.